Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto récentes et qui est sponsorisée cette fois-ci par Cool Wallet. Nous allons commencer avec une info particulièrement originale, quelque chose de jamais entendu jusqu'à maintenant. Préparez-vous bien parce que c'est totalement inédit, je le répète. Stripe et Paradigm s'apprêtent à lancer une nouvelle blockchain dédiée aux monnaies stables. Une chaîne compatible VM qui est conçue pour être rapide mais pas nécessairement décentralisée et qui sera pleine de fonctionnalités permettant de contrôler les flux financiers et bloquer toute personne suspecte. C'est donc évidemment une chaîne neutre et ouverte à tous et qui le sera vraiment un jour, peut-être quand l'équipe Tempo et ses partenaires en auront marre de posséder tous les nœuds réseau. Voilà. Deuxième actu de la semaine qui va certainement vous ébobir les oreilles à tel point c'est novationnaire, incroisible et splendifique. Fireblocks a lancé, si nous l'avons bien compris, non pas une blockchain mais un réseau de paiement pour les monnaies stables. D'après des rumeurs provenant du Pays de Galles, il s'agirait même d'un réseau tellement sollicité qu'il est devenu incandescent, avec plus de 2400 sociétés clientes et des dizaines d'actifs disponibles autant crypto que fiat. Pendant ce temps en Europe, nos institutions ne sont pas en reste et nous abreuvent de discours également inédits. Lundi, la directrice exécutive de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, s'est exprimée sur le sujet des actions jetonisées. Elle a souligné leur potentiel incroyable, leur développement rapide et les nombreux avantages qu'elles offrent, mais sans oublier de préciser également qu'elles manquent de liquidité et d'interopérabilité et qu'il y a des risques d'incompréhension par les utilisateurs. Notamment parce que les actions jetonisées confèrent rarement de droits de vote à leurs détenteurs. Conclusion, il faut toujours et encore plus de réglementation. Mais de toute façon, la monnaie de banque centrale sera toujours mieux parce que c'est stable et sécurisé, peu importe si c'est aussi totalement centralisé. Ensuite, Christine Lagarde, actuellement présidente de la Banque Centrale Européenne, a déclaré mercredi à Francfort-sur-le-Main qu'elle avait fait beaucoup de plongées sous-marines avec ses salaires de ministre et président d'institutions financières majeures. Et du coup, les monnaies stables, c'est nul, parce que c'est tout plein de risques, un peu comme les actions jetonisées finalement. En plus, pour ne rien arranger, la loi MiCA qui réglemente les monnaies stables souffre de failles qui semblent être le fruit d'une certaine négligence que Madame Lagarde a tout de suite remarqué puisqu'elle est experte en la matière. Enfin, le jour d'après, Piero Cipollone, notre Italien préféré et membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, a déclaré à son tour que l'euro numérique allait être résilient et inclusif. D'abord, cet euro serait résilient, parce qu'il serait disponible même en cas de crise avec des capacités de paiement hors ligne, une infrastructure solide dont les serveurs seraient répartis partout en Europe, et qu'il serait disponible peu importe le prestataire de services de paiement qui serait obligé légalement de permettre l'utilisation de l'euro numérique. Ensuite, il serait inclusif parce qu'il serait fait pour être utilisable par les sourds, les aveugles, les vieux qui ont du mal avec la technologie, etc. Personne ne sera épargné. Chaque citoyen européen pourra sentir l'inclusion de la main de la BCE dans son rectum. Bon, plus sérieusement, ce genre de caractéristiques reste plutôt intéressant sur le papier, c'est vrai que ça pourrait être utile. Et puis la disponibilité de l'argent liquide a été garantie, pour l'instant. Comme il le dit, pour l'instant, les espèces constituent notre unique solution de repli et nous sommes fermement déterminés à faire en sorte qu'elles restent disponibles. Sous-entendu, le jour où les espèces ne sont plus l'unique solution de repli, ils pourraient être un peu moins fermement déterminés à faire en sorte qu'elles restent disponibles. Bref, heureusement que la crypto existe déjà et qu'on dispose déjà de moyens faciles de l'emporter partout comme les portefeuilles Cool Wallet. Parce que cette semaine, le journal du coin vous offre un code de réduction de 15% sur ses portefeuilles. Alors si vous avez besoin d'un portefeuille facilement transportable pour vos paiements du quotidien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et utiliser le code JDC15. Et si vous préférez en apprendre un peu plus sur ces portefeuilles avant de le faire, vous avez aussi la possibilité d'aller regarder ma vidéo de test dont le lien est également en description. Cela dit, que les choses soient claires, Cool Wallet ou pas, c'est généralement une mauvaise idée en France de se balader avec trop d'argent sur soi. C'est ce qu'a découvert récemment un Suisse qui s'est fait kidnapper à Valence par des criminels désireux de s'approprier ses crypto-monnaies et qui ont fait une demande de rançon. Heureusement, il a été sauvé par le GIGN dimanche dernier. Malheureusement, ils n'ont pas pu lui épargner les 4 jours de torture et la trentaine de coups de couteau qu'il a déclaré avoir subis. Après, c'est vrai, ce genre de problème n'est pas limité à la France, mais quand ça se produit ailleurs, c'est rarement à Singapour ou aux Émirats Arabes Unis, même si en dehors de ça, je ne leur envie pas du tout leur modèle de société. Cette semaine, l'autre kidnapping qui a fait du bruit, c'est un cas indien qui date de 2018 dans lequel 14 personnes sont impliquées, dont 11 policiers et un ancien député. Et la conclusion de cette affaire, qui a été révélée dimanche dernier, c'est qu'ils ont tous été condamnés à la prison à vie, et c'est bien mérité. Et maintenant, passons aux États-Unis avec des actualités liées à une personne que beaucoup souhaitent voir en prison pour le reste de sa vie, c'est-à-dire Donald Trump. Le président états-unien, qui imagine chaque jour de nouvelles inepties totalement imprévisibles, a fait l'objet récemment d'une moquerie blockchainisée de la part d'un opposant politique, Gavin Newsom. Ce dernier a en effet déclaré qu'il créerait un jeton baptisé Trump Corruption Coin qui souligne la façon dont Donald Trump utilise la crypto comme outil de corruption à peine dissimulé tout en s'enrichissant sur le dos des spéculateurs naïfs.
Ça a été le cas avec le jeton Trump, avec le jeton Melania, et maintenant ça recommence avec le WLFI. Car cette semaine, le jeton de l'application World Liberty Financial, qui a fait l'objet d'une prévente l'année dernière, est arrivé sur les marchés. Les investisseurs ont vu 20% des jetons qu'ils avaient achetés être déverrouillés et ils ont donc pu commencer à les vendre à un prix initial avoisinant les 30 centimes. Plutôt pas mal pour les derniers arrivants qui avaient acheté à 5 centimes et carrément excellent pour les premiers qui avaient acheté à 1,5 centime un peu avant. Ce qui est surprenant, c'est que ça ne s'est pas totalement effondré de suite. Le prix est redescendu jusqu'à 17 centimes avant de remonter un peu dans la journée de samedi. C'est une valorisation déjà délirante pour une application purement centralisée qui ne crée rien de nouveau, et pourtant il y a des illuminés qui imaginaient voir le WLFI monter à 47 $. Avec un prix pareil, le jeton aurait eu une FDV de 4700 milliards de dollars, soit plus que la totalité du marché crypto aujourd'hui. Mais comme le dit le proverbe des traders, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Donc je ne vais pas essayer de parier à la baisse et me contenter de regarder ça de très loin. Car même si la plupart des investisseurs sont gagnants, certains ont aussi tout perdu. C'est notamment le cas de tous ceux dont l'adresse correspond à certains critères de risque, tels que Bruno Squash de Polygon qui a été informé par l'équipe WLFI qu'il ne pouvait pas débloquer les jetons qu'il avait achetés. Et oui, le malheureux avait touché à Tornado Cash avec cette adresse entre autres choses, du coup WLFI a accepté avec joie son argent, et puis malheureusement ils ont été obligés de le garder sans rien lui donner en échange et sans lui rendre évidemment, parce que vous comprenez, c'est de l'argent qui est peut-être sale, donc il sera beaucoup mieux entre les mains de Donald. Et non seulement Schwartz n'est pas seul, mais c'est loin d'être le cas le plus médiatisé, puisque celui qui a le plus perdu à cause des verrouillages de jetons imposés par l'équipe WLFI, c'est Justin Sun, le mégalomane toujours dans les bons coups. En effet, ce dernier est à la fois un gros investisseur de WLFI, théoriquement titulaire de presque 3 milliards de jetons, et propriétaire de la plateforme d'échange HTX. Et il a eu la mauvaise idée de virer 50 millions de jetons vers HTX pour tester des fonctionnalités d'incitation au trading et de bonus pour les utilisateurs. Face au prix du jeton qui n'avait de cesse de diminuer, l'équipe WLFI a décidé qu'il était en train de vendre et elle a donc verrouillé tous les jetons de Justin Sun. Au final, alors que les Trump avaient déclaré créer WLFI parce qu'ils avaient été débancarisés partout et qu'ils voulaient que plus personne ne soit débancarisé, ils ont eux-mêmes admis avoir virtuellement débancarisé au moins 6 personnes avec des critères largement arbitraires et en choisissant par ailleurs de conserver l'argent que ces personnes avaient investi. Et ça, c'est sans compter les 266 autres personnes dont les portefeuilles ont été gelés, a priori pour des raisons légitimes. En tout cas, au vu de leur comportement, on pourrait presque croire que le gel des fonds de Justin Sun est en fait une tentative de faire monter le prix. En effet, en parallèle, ils ont également décidé de brûler 47 millions de jetons. Malheureusement, c'est un jeton et pas une montgolfière, et cette incinération virtuelle n'a donc eu plus ou moins aucun effet. En pratique, le prix a seulement commencé à remonter lorsque les 3 milliards de dollars de Justin Sun ont été gelés. De mon côté, je trouve un peu ridicule que les marchés crypto qui sont censés être bâtis sur un idéal cypherpunk se réjouissent de voir un projet centralisé verrouiller des portefeuilles à volonté. Mais bon, nous en avons fini avec les actus de la semaine, alors je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance dans vos investissements, même si vous avez acheté du WLFI, et je vous rappelle par ailleurs que pour ceux d'entre vous qui s'y sont inscrits, tout à l'heure à 18h, il y a une émission en live avec Kara, le trader professionnel qui publie des vidéos sur notre chaîne depuis quelques temps. Alors bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT.